Là, c'est quand il est parti, voilà, il l'a retrouvé comme ça. Bonsoir à tous. Ce soir, on va revenir sur un moment fort qui vient de se produire à la télévision française. Vous voyez, ils dormaient tous comme ça. Le témoignage de la mère de Jean Portmanov, diffusé sur TF1. Un témoignage bouleversant, mais aussi dérangeant, parce qu'il soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Il est parti, il a eu un râle, il a tourné sa tête du côté de la caméra. Hein. Il s'est fini la respiration. Joëlle Graven, la mère de Jean, a raconté qu'elle avait gardé sur son téléphone la vidéo de son fils, son dernier souffle, en direct. J'ai même son dernier souffle. Elle dit qu'elle ne peut pas l'effacer. Pour elle, si elle la supprime, elle a l'impression de supprimer son fils lui-même. Vous voyez, j'aurais préféré pas le voir. Et maintenant, je peux pas l'enlever de mon téléphone. Je peux pas. C'est pas que je la regardais tout le temps. Il est parti, il a arrêté de respirer. Je suis là pour lui rendre, vous voyez, un hommage. On est là face à une douleur brute, une souffrance qu'aucune mère ne devrait vivre. Parce que c'est mon fils et c'est quelqu'un que je pourrais plus serrer dans mes bras. Mais derrière Jean Portmanov, le personnage qu'on connaissait à l'écran, il y avait Raphaël Graven, un gamin de Metz, une famille modeste, 10 ans dans l'armée. Après 10 ans dans l'armée, son contrat n'est pas renouvelé. Et Raphaël, il se cache derrière. Ah, attendez, hop, il est là. Un camarade qui avait du mal à trouver sa place parmi ses frères d'armes et parfois victime de railleries. Puis retour à la case départ, RSA, isolement. Et un rêve, devenir streamer. Le rêve, ce qu'il a toujours dit, moi, si un jour je peux être streamer, je le ferai. C'est ce qu'il a fait en 2020, et très vite, ses colères, ses coups de gueule sont devenus viraux. Vas-y, putain, vas-y, c'était quoi le bâtard là, avec son pompe de merde là? Même ce rêve s'est transformé en cauchemar. Plus extrême. Et des violences physiques. Raphaël a croisé la route d'Owen, alias Naruto. Alias Naruto V. Et là, tout a basculé. Devant la caméra, il est devenu le souffle-douleur officiel. Insultes, claques, jets d'eau, étranglements. T'as pas fini ta soupe. Avec, au fil des... Certains disent que c'était scénarisé. Chacun avait son rôle. JP, c'était le gars qui devait s'énerver pour créer justement des scènes rocambolesques. Un rôle écrit à l'avance. Il y avait Safine qui était là pour venir l'embêter, justement, essayer de le faire sortir de ses gonds. Il y avait Owen qui avait le côté un peu, le rôle qu'on lui donnait, c'était dictateur provocateur, qui faisait que les vidéos marchaient après, parce que sur les réseaux, les gens s'indignaient. Mais quand on regarde les images, quand on entend ces cris, on se demande. Et plus on suscitait la réaction des gens, plus notre contenu marchait et on avait de la visibilité. Où est la limite entre la mise en scène et la maltraitance réelle? Oui, mais c'est pas des vrais étranglements, c'est pas des vrais... Ce qui frappe, c'est le contraste. Hors caméra, ses amis disent qu'il était intégré, qu'il faisait partie de la bande. Il y avait des caméras, ils faisaient leur concept, et hors caméra, il y avait même pas un jeu, on se bousculait, on se tapait, il y avait rien du tout, il y avait rien de tout ça. Le maximum qu'il peut y avoir, c'est des petites vannes entre tous, comme tous les groupes d'amis, comme tous les frérots, comme on dit. Il gagnait de l'argent, près de 6 000 € par mois. Gagnait près de 6 000 € par mois. Il voyageait, il sortait en boîte. Soirée en boîte de nuit. Il allait à Dubaï. Et voyage à l'étranger. Comme ici, à Dubaï. Et une place au sein d'une bande. Mais en même temps, il envoyait des SMS à sa mère. Je cite, « J'ai l'impression d'être séquestré, un homme pris dans un engrenage. » Il était plutôt influençable et c'était pas le mec le plus malin. Peu importe ce qu'on lui disait ou peu importe ce qu'on lui demandait de faire, c'est quelqu'un qui se plaignait jamais. La notoriété, l'argent, la peur de tout perdre et une souffrance silencieuse. Son dernier live, un marathon de 12 jours, c'est le point de non-retour. Bien sûr qu'il était d'accord. Il n'aurait pas été d'accord, il aurait dit non, il le faisait pas. Plusieurs fois, il dit « Je veux arrêter ». Est-ce toujours une mise en scène? Je veux me barrer, autre, il veut pas. La question reste ouverte. Et ses partenaires insistent pour continuer. Ses derniers mots, envoyés à sa mère par SMS. J'ai l'impression d'être séquestré avec leur concept de merde. Je cite, c'est terminé. Oui, ça va, maman, t'inquiète pas. Et quelques heures plus tard, il meurt en direct, devant des milliers de spectateurs. La position de la mère. Aujourd'hui, Joëlle Graven continue de dire qu'Owen et Safine étaient des amis de la famille. Il ne se sentait pas en danger, c'est-à-dire qu'il me l'a fait souvent. Maman, bien simple, maman, appelle les flics. Oui.
Mais c'était pour le live. Elle n'a pas porté plainte. Pour elle, son fils n'était pas une victime. Il jouait un rôle. L'autopsie, elle, n'a pas trouvé de coup mortel, mais explore une piste cardiaque. L'enquête est toujours en cours. L'avocat d'Owen réfute toute responsabilité de son client. Très simple, c'est qu'il n'a strictement rien à se reprocher, juridiquement parlant. Alors, déni d'une mère ou volonté d'apaiser les choses? C'est la question que chacun doit se poser. En conclusion, ce témoignage est bouleversant. Il montre à quel point les frontières entre divertissement et destruction sont devenues floues. Un homme est mort en direct devant des spectateurs qui payaient pour le voir souffrir. Sa mère, elle, garde en mémoire son dernier souffle. Et nous, ce qu'on doit retenir, c'est que derrière un pseudo, derrière un stream, il y a toujours un être humain. Raphaël était heureux d'être dans un groupe